Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment on gère un espace utilisateur dans Software parce que finalement, dans toute application qui se respecte, on a toujours des espaces utilisateurs. Et chez Software, ils ont essayé de simplifier au maximum ce processus. Et vous allez voir que c'est très simple. Ça demande que de la configuration, c'est simple à mettre en place. Et vous pouvez avoir très rapidement, en espace de 10-15 minutes, un espace utilisateur complet avec la gestion de l'inscription, du login, du mot de passe oublié, etc. etc. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo pour vous montrer comment mettre en place un espace utilisateur dans Software. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Pour commencer à créer son espace utilisateur chez Software, il faut connaître quelques notions. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'interface Software. La première des choses, c'est d'aller dans l'onglet Utilisateur qui va vous permettre ici, dans Authentification, de pouvoir activer l'aspect login de votre application. Donc ça, c'est la première étape importante parce que si c'est désactivé, vous ne pourrez pas avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités liées à vos utilisateurs. Ensuite, vous avez les authentifications méthodes que vous pouvez activer ou désactiver en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, par email, vous avez la possibilité d'activer à la fois le mot de passe ou le one-time code. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand vous activez la fonctionnalité password, lorsque l'utilisateur va s'enregistrer sur votre application, il va pouvoir choisir tout simplement un mot de passe. Et ensuite, lorsqu'il voudra se connecter sur votre application, il va devoir entrer son adresse email et son mot de passe. Ça, c'est on va dire, le mode le plus classique en termes d'authentification sur une application web. Et ensuite, Software vous propose aussi le one-time code qui est de plus en plus utilisé dans les différentes applications, qui est simplement le fait d'envoyer un code sur l'adresse mail de l'utilisateur de manière à ce qu'il puisse authentifier sans mot de passe. Donc ça, c'est quand même plutôt sécurisé parce que autant les mots de passe, une fois que les bases de données fuitent, les gens peuvent utiliser ces mots de passe pour pouvoir s'authentifier auprès des applications, autant quand on utilise le one-time code, en fait, vous vous déchargez complètement de la gestion des mots de passe, ce qui fait que derrière, si l'utilisateur se fait hacker son compte, c'est parce qu'il s'est fait hacker son adresse mail. Et finalement, l'adresse mail, c'est vrai que c'est la porte ouverte à plein de choses, à plein de services. Donc c'est vrai que c'est très important, mais quelque part, vous déchargez de cette partie-là. Et notamment, Google, Microsoft sont plutôt des fournisseurs d'emails. Enfin voilà, la plupart des utilisateurs utilisent ces services. Et en gros, Microsoft ou Google, ils ont beaucoup de moyens pour sécuriser les comptes email, pour mettre en place toutes les procédures qui vont bien, pour être sûr que l'utilisateur authentifié, ce soit bien l'utilisateur propriétaire du compte. Et finalement, c'est pas plus mal que ce soit eux qui soient en gestion de ça. Donc vous, ça vous permet quand même de récupérer des adresses mail d'utilisateurs, mais ça vous permet simplement de pouvoir leur envoyer un code instantanément et en fait, ils rentrent ce code pour s'authentifier. Donc c'est un peu moins user-friendly comme on dit parce que du coup, ça implique à ce que l'utilisateur doive switcher entre son adresse mail, son compte mail et votre application, mais ça vous assure une certaine sécurité. Le mieux, c'est peut-être d'activer les 2 en même temps. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Comme ça laisse le choix à l'utilisateur à la fois de pouvoir personnaliser un mot de passe et de se connecter uniquement avec le code s'il le souhaite. Donc comme ça, il y a vraiment les 2 solutions et c'est plutôt pas mal. Cette fenêtre de settings est très importante parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir personnaliser les labels qui entourent toutes ces fonctionnalités d'authentification, d'enregistrement, etc. Donc c'est ici que ça se passe. Donc quand ici vous avez sur le password qui est activé, vous avez la petite flèche ici qui va vous permettre de personnaliser les champs. Et donc là, vous avez le password input, c'est tout simplement le champ de formulaire qui est de type password à chaque fois qu'il est affiché. Donc moi, tout simplement, j'ai traduit parce que par défaut tout est en anglais. Moi, j'ai tout simplement traduit l'ensemble des informations ici et donc j'ai mis pour le label, donc le label, c'est ce qui est autour du champ, j'ai mis mot de passe. Ensuite, le placeholder, c'est ce qui est affiché dans le champ, email en lui-même. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des informations, mais si vous mettez quelque chose, moi, je mets: «Entrez votre mot de passe». Donc ça, c'est un champ, une information qui est affichée uniquement si l'utilisateur n'a pas saisi d'information. Ensuite, vous avez le forgot password link, donc c'est un texte qui est affiché juste à côté, du login, au niveau, de la page de formulaire, pour entrer le mot de passe et qui va permettre simplement à l'utilisateur de retrouver son mot de passe si jamais il l'a oublié. Donc ça, c'est le texte qui est affiché en dessous.
Ensuite, c'est, le message d'erreur typique. Donc, par exemple, l'utilisateur entre son adresse mail, son mot de passe, il est faux. Bah, en fait, ça affiche un message d'erreur. Bah, c'est ici que ça se personnalise directement et donc par défaut, pareil, c'est en anglais. Alors, bien évidemment, si votre application est destinée à que des Français, bah, c'est bien de le traduire en français. Mais si c'est international, préférez l'anglais parce qu'aujourd'hui, une software ne gère pas plusieurs langues. Donc, bien évidemment, bah, en fait, l'anglais fait foi. Donc, laissez en anglais si jamais vous avez destiné à avoir des utilisateurs qui sont, dans un pays étranger. Ensuite, vous avez tout ce qui est, trait au changement de mot de passe. Donc le set password input, c'est vraiment une fois que, l'utilisateur, par exemple, va créer son compte ou va vouloir modifier son mot de passe, bah, tout se retrouve ici et donc là, vous allez pouvoir personnaliser de la même façon le label et le placeholder qui va permettre de définir ce mot de passe et ensuite, vous avez la possibilité d'activer le strong password qui va obliger l'utilisateur finalement à entrer 12 caractères minimum, utiliser des majuscules ou des minuscules, utiliser au moins un nombre et utiliser des caractères spéciaux. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez. Si vous souhaitez simplifier l'authentification de votre application, vous pouvez très bien désactiver cette fonctionnalité et là, du coup, l'utilisateur pourra rentrer le mot de passe qu'il veut. C'est pas très conseillé parce que souvent, en fait, les utilisateurs ont plutôt tendance à utiliser des mots de passe un peu basiques et en fait, ce sont les premiers mots de passe qui sont craqués dès qu'il y a une fuite de données sur Internet. Mais en fait, c'est des bases de données très simples de mots, donc c'est très facile de hacker des comptes avec des mots de passe qui sont très simples. Donc souvent, si vous avez la possibilité et si ça vous va bien, laisser ça activé, c'est toujours utile pour sécuriser votre application. Et ensuite, vous avez tout ce qui est, sur la récupération de mots de passe et donc là, en fait, c'est simplement, la possibilité pour l'utilisateur de modifier son mot de passe une fois que son compte a été créé. Donc là, de la même manière, vous allez pouvoir personnaliser les différents labels qui entourent, le champ password. Ensuite, pour le one time code, c'est un peu plus simple parce que du coup, il y a beaucoup moins de champs de formulaire autour du one time code. La première chose que vous allez pouvoir personnaliser ici, c'est le nombre de minutes, de validité du code, qui a été envoyé par mail à l'utilisateur. Par défaut, c'est 5 minutes, mais, vous pouvez le mettre à 10 minutes, 30 minutes, 2 minutes ou 1 minute. Moi, je vous conseille de laisser 5 minutes, c'est très bien, c'est largement suffisant et en fait, c'est vraiment le temps de validité du code une fois qu'il a rentré son adresse mail, qu'il a demandé à envoyer un code. Voilà, ce code est valable 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il est obligé de refaire la procédure. Ensuite, vous avez tous les champs de formulaire attraits à finalement à ces champs. Donc le premier, c'est le label qui permet d'inviter l'utilisateur à entrer le code, le placeholder qui est le petit texte qui est affiché à la place du code si jamais l'utilisateur n'a pas encore entré, le code de vérification. Le bouton renvoyer au cas où, bah, justement le code a été expiré, bah, en fait l'utilisateur peut renvoyer ou alors il l'a peut-être pas reçu dans son email, il peut le renvoyer grâce au bouton et bien évidemment, si le code est invalide, on affiche un message d'erreur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ces 2 personnalisations au niveau de l'authentification par password ou par code et ensuite vous avez la personnalisation du champ email en tant que tel, puisque de toute manière tout se base sur une adresse mail de l'utilisateur et donc ça, c'est la personnalisation, des champs, email, notamment avec le label et le placeholder comme on l'a vu juste avant. Ensuite, si vous êtes sur une, version d'entreprise de Software, vous avez la possibilité d'activer le, Sign In Entreprise, qui est, vraiment, très utile, notamment, par exemple, si vous avez des collaborateurs d'entreprise qui doivent utiliser l'application et ils doivent utiliser leur compte Teams, admettons, ou leur compte Google Workspace, bah, cette fonctionnalité peut être très pratique et se configure directement ici. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'activer le Google Sign In, qui est simplement le fait de pouvoir autoriser les utilisateurs à plutôt s'authentifier ou s'enregistrer sur votre compte via leur compte Google. Donc là, c'est un peu plus technique parce que, en fait, vous allez pouvoir suivre les instructions ici, parce qu'il va falloir créer une application Google pour pouvoir contrer les clients ID et les clients erreur. Je ferai limite une vidéo dédiée pour le paramétrage de ce service-là et qui va vous permettre donc typiquement d'autoriser les utilisateurs à se connecter ou à créer un compte directement avec leur compte Google. Donc vous avez ensuite en dernier, ce qu'on appelle le Magic Link qui est en fait tout simplement un lien. Donc là, il y a un sécurité qui est affiché en gros parce qu'en réalité, ce lien magique, il est généré une fois et grâce à ce lien, les utilisateurs peuvent s'authentifier. Ce qui peut représenter un risque parce que, par exemple, si le lien est transmis, d'un email à un autre parce qu'il est forwardé, parce que, pour X ou Y, le lien se trouve dans la nature, bah, en fait, n'importe qui a ce lien peut s'authentifier au nom de l'utilisateur. Donc c'est peut être très pratique, mais ça peut être très dangereux. Donc c'est pour ça que vous avez une grosse alerte qui est affichée ici et en fait, il vous décourage plutôt à utiliser cette fonctionnalité. Mais si vous en avez besoin, c'est toujours pratique parce que chaque compte utilisateur va avoir son propre lien magique sur lequel il va pouvoir se connecter et donc parfois dans des situations, c'est vraiment très pratique. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer qui a le droit de s'enregistrer sur l'application parce que vous pouvez très bien déterminer de dire:
En fait, il y a que moi qui peut créer un compte utilisateur sur mon application et que je veux que personne d'autre puisse le faire. Ou alors vous pouvez l'ouvrir et là, tout le monde peut créer un compte comme il le souhaite dès qu'il arrive sur votre application. Donc là aussi, c'est un choix qui peut être fait, par rapport à ça. Et quand vous êtes sur un mode business, donc quand vous êtes sur la formule business de, Software, vous pouvez très bien déterminer de dire, bah, en fait, que les adresses mail qui sont, par exemple, @yannicktexplique.com, bah, en fait, il y a que ces utilisateurs-là qui vont pouvoir créer un compte. Donc ça peut être très pratique en fonction, de ce que vous souhaitez, faire. Et là, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Onboarding Flow qu'on verra dans une autre vidéo, qui va permettre simplement de déterminer quel est le parcours utilisateur une fois que l'utilisateur veut créer un compte sur votre application. Vous allez pouvoir lui faire suivre un parcours très particulier d'enregistrement pour que vous puissiez lui réclamer des informations en fonction de ce dont vous avez besoin. C'est une fonctionnalité qui vient juste de sortir, donc là en septembre 2025 et ça fera l'objet d'une vidéo à part entière pour expliquer comment fonctionne, ce onboarding flow. Et ensuite, la deuxième mesure de sécurité que vous pouvez mettre en place, c'est si jamais l'utilisateur n'a pas d'activité sur votre application, il se fait déconnecter au bout d'un certain moment, automatiquement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la paramétrage, on va dire, de la partie authentification qu'il faut bien penser à activer pour pouvoir créer un espace utilisateur dans Software. Ensuite, vous avez l'onglet User, qui va être simplement l'onglet qui va vous permettre, finalement de synchroniser les utilisateurs ou de retrouver l'ensemble des utilisateurs qui ont créé un compte, sur Software directement. Vous les retrouvez sur cette interface-là. Cette interface est importante parce que là, vous allez pouvoir notamment soit ajouter un utilisateur directement dans Software et donc lui créer un compte pour lui directement ici. Donc vous cliquez sur Add et puis là, vous allez pouvoir, simplement ajouter les emails, le nom de l'utilisateur et éventuellement le groupe auquel il est associé. Vous pouvez aussi faire un import via un fichier Excel ou autre qui va vous permettre de créer d'un coup plein de comptes utilisateurs. Ou alors, vous allez pouvoir aussi synchroniser avec une source externe, donc qui est vachement pratique, notamment parce que ça gère notamment la synchronisation avec Airtable directement. Donc, je vais pouvoir sélectionner ma table Content Production Hub et je vais pouvoir sélectionner directement là où se trouve l'ensemble de mes utilisateurs. Donc, moi, c'est dans Community. Et là, de cette manière, bah, automatiquement, tous les utilisateurs qui rentrent dans cette table vont avoir un compte Software qui va être créé automatiquement et c'est très pratique. Et en fait, là, vous allez pouvoir aussi sélectionner des conditions très précises pour lesquelles l'utilisateur, son compte va être créé. Donc là, soit vous laissez sur All et à ce moment-là, il va prendre l'ensemble de tous les utilisateurs de votre base Airtable pour lui créer un compte. Soit vous pourrez faire une sélection parmi des conditions très précises qui va déterminer à quel moment un compte utilisateur doit être créé côté software de manière automatique. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner un des champs, en fait, finalement, de votre base de données et ensuite déterminer la condition. Et c'est seulement quand ces conditions-là sont remplies que la base est synchronisée avec le compte est créé. Et si vous allez pouvoir trouver des options avancées comme le fait que, bah, une fois que, par exemple, vous créez un utilisateur côté software, que ce soit manuel ou que finalement l'utilisateur s'est enregistré par lui-même sur votre application, bah là, en fait, vous allez pouvoir dire, bah, je veux bien synchroniser cette base de données et faire en sorte que l'utilisateur soit bien rajouté dans ma base Airtable. Donc ça, c'est ultra important. Par défaut, c'est coché et c'est tant mieux. Ensuite, la deuxième option de sécurité, c'est par rapport au fait que quand vous supprimez un utilisateur, côté Airtable, bah, qu'est-ce qu'il doit faire, Software de son côté? La première des choses, c'est simplement, il va désactiver l'utilisateur côté Software. Donc il va garder l'utilisateur dans la base de données de Software, mais il va juste désactiver son compte, donc l'utilisateur n'aura plus la possibilité de s'authentifier sur le compte. Sinon, vous pouvez dire, ben, je veux que ça supprime l'utilisateur côté Software. Donc comme ça, quand vous supprimez sur Airtable, ça supprime automatiquement l'utilisateur sur Software et donc il a plus accès à son compte. Et sinon, vous pouvez aussi dire, bah, en fait, je supprime côté Airtable, mais je veux que ça garde côté Software et l'utilisateur peut continuer à sauvegarder, enfin à se loguer et à utiliser l'application avec son login. Pour la plupart du temps, c'est quand même mieux de supprimer l'utilisateur, moi je trouve, mais ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, on vous demande de faire un map sur les différents champs. Et donc là, notamment sur l'email, bah, tout simplement, là, c'est la liste des méchants que j'ai côté Airtable. Et donc là, je viens sélectionner simplement l'email de manière à ce que Software sache que l'email correspond à tel champ de ma base Airtable. Ensuite, j'ai d'autres options, qui sont optionnelles, mais qui sont tout aussi importants, qui sont par exemple le name. En fait, il faut savoir que sur Software, le name, bah, ils le gèrent, ils ne distinguent pas le prénom du nom. Donc c'est pour eux, c'est juste nom. Donc ce qui peut être problématique parce que si côté Airtable, vous gérez, justement des prénoms et des noms et pas de nom en entier, moi notamment dans ma base, contact, en fait, j'ai un nom, mais c'est un champ formulaire, formula. Donc c'est-à-dire que c'est une concaténation entre le prénom et le nom qui fait que ça me donne le nom complet de la personne. Mais ce champ-là n'est pas modifiable parce que c'est un champ de type formule. Donc ce qui fait que là, ça peut poser problème au niveau software. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je viens simplement sélectionner le first name et je sais que le name correspond
réalité au first name dans ma base Airtable. Comme ça me permet d'agir et d'afficher les champs qui vont bien en fonction de ça. Et ensuite l'avatar, bah, là, moi, c'est headshot, donc vous pouvez sélectionner directement le fichier de l'avatar. Comme ça, quand la personne va venir modifier son avatar, sa petite icône, sa petite image, ça vient modifier directement dans votre Airtable, donc c'est très pratique. Ensuite, vous avez la façon dont on gère, différents, champs optionnels. Donc là, on a le created time et le last, seen time qui peut être des champs qui peuvent être synchronisés sur Airtable. C'est pas obligatoire, mais ça vous permet d'avoir des informations. Et si vous avez activé le Magic Link, il va vous proposer aussi de dire, bah, où est-ce qu'on stocke le Magic Link dans Airtable, de manière à ce que vous pouvez retrouver ce Magic Link, donc ce lien magique sur lequel les utilisateurs peuvent s'authentifier juste en cliquant sur un lien. Donc là, il va vous proposer dans cette étape-là. Ensuite, une fois que c'est fini, vous pouvez faire Save and Sync et ça va venir synchroniser automatiquement les utilisateurs de votre base de données. Ensuite, l'autre fonctionnalité importante, c'est tout ce qui est user group. Donc, ça va vous permettre de créer des groupes utilisateurs dans votre application software qui peut être vachement pratique pour afficher ou donner accès à certaines pages de votre application. Donc, ça, c'est très pratique. On peut vite en avoir besoin, on peut vite en avoir un certain nombre. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez puissant chez Software. Donc, par défaut, vous avez le groupe visiteur. Donc, c'est simplement des gens qui ne sont pas authentifiés sur votre application. Et puis ensuite, vous avez le groupe login user qui sont l'intégralité de tous les utilisateurs qui sont authentifiés dans votre application. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez créer des groupes qui sont basés soit sur des conditions très précises de vos utilisateurs. Par exemple, si je crée un premier groupe, et ben là, je peux dire si en fait, j'assigne manuellement des utilisateurs, donc via l'interface software, je l'assigne à des groupes, donc des utilisateurs individuellement, je dis bah, c'est dans tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ou alors, je peux dire condition based, et là, il va regarder finalement les caractéristiques de l'utilisateur en fonction de certains champs et je vais pouvoir lui mettre une condition et automatiquement, ça va venir placer l'utilisateur dans ce groupe-là. Et donc ça, c'est très pratique et très puissant pour gérer tout ce qui est affichage, workflow, bref, pour tout un tas de choses. Ensuite, vous avez l'onglet Data Restriction qui va vous permettre de mettre des restrictions sur des utilisateurs, sur des groupes utilisateurs et qui va pouvoir dire, par exemple, les utilisateurs, je sais pas, de tel groupe ne peuvent pas du tout avoir accès à certaines datas très précises dans Airtable pour être sûr que bah, l'utilisateur n'accède pas à certaines informations qui peuvent être très sensibles. Et ensuite, vous avez tout l'onglet notification qui est attrait justement à la notification des utilisateurs, que ça soit pour les templates, de savoir bah, voilà, quand est-ce qu'il reçoit un one-time code. Bah, là, vous allez pouvoir traduire tous les emails parce que par défaut, c'est en anglais. Et du coup, vous allez pouvoir traduire tous les emails de notification qui sont envoyés automatiquement aux utilisateurs. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur une vidéo qui vous permet de savoir comment bien configurer le module notification et notamment sur le sender pour que votre application soit bien authentifiée en tant que vous et pas une autre application et que voilà, vous puissiez avoir des emails qui sont à l'image de votre marque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'onglet User, où il y a pas mal d'options et qui est très complet. Et ensuite, on va voir au niveau des interfaces ce que ça change. Au niveau des interfaces, vous avez ce qu'ils appellent des utility pages qui va vous permettre de gérer différentes pages attraits au compte utilisateur. Donc là, on est plutôt dans un modèle un peu fermé. Alors, il se peut que sur certaines versions du software, vous n'ayez pas tout à fait ça. C'est parce que ça, c'est les dernières versions de cette année. Donc, on est en 2025. Les années d'avant, on n'avait pas ces utility pages. Et finalement, dès qu'on voulait une page de login, une page pour s'enregistrer ou autre, il fallait la créer par nous-mêmes. Là, depuis la version en 2025, au début d'année 2025, ils ont créé ce qu'on appelle donc des utility pages qui sont pas supprimables, qui sont assez restrictifs parce qu'ils sont très peu personnalisables, mais qui va vous permettre donc de gérer, tous ces workflows de login, de sign up, donc d'enregistrement et cetera et donc tout se passe sur ces utility pages. Donc sur chaque page, vous pouvez les ouvrir et là, vous voyez le résultat de la page. Vous pouvez cliquer dessus pour personnaliser les différents blocs et notamment de dire, bah, voilà, par exemple, le logo, il se retrouve en haut à gauche. Vous pouvez aussi le masquer si vous ne souhaitez pas l'afficher. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous allez pouvoir personnaliser l'ensemble de tous les titres de chacune des fenêtres de manière à pouvoir personnaliser le formulaire comme bon vous semble. Vous pouvez aussi personnaliser le background qui est sur la droite. Vous pouvez aussi le masquer si vous souhaitez avoir juste la login page sans image. Voilà, vraiment, ces pages de login sont quand même assez customisables. On peut faire pas mal de choses. Et bien évidemment, à chaque fois, si vous utilisez une application qui est destinée qu'à des Français, bah, pensez bien à traduire l'ensemble de tous les champs et tous les titres qu'il y a sur cette fenêtre pour retrouver la version française de l'interface.
Le dernier paramètre qu'on a ici, c'est le reCAPTCHA qui permet d'ajouter une sécurité supplémentaire et d'éviter qu'il y ait des robots qui puissent authentifier ou se créer un compte sur votre application. Donc ça peut être pratique si jamais vous voyez que vous avez beaucoup d'inscriptions qui sont un peu bidons, bah, vous pouvez activer ça, ça évite que les robots puissent créer automatiquement des comptes ou s'authentifier de manière incessante. Enfin, vous avez la page de settings de la page sur laquelle vous allez pouvoir régler le nom de la page, l'URL sur laquelle vous avez accès à ce formulaire de login et vous avez aussi la possibilité d'afficher directement vos menus de navigation en haut, donc ici directement, et voir même vos footers que vous mettez en bas. Donc voilà, vraiment tout est personnalisable, c'est vraiment pratique et c'est très utile. Ensuite, vous pouvez faire la même chose sur la page sign up qui va permettre d'avoir cet espace de création de compte où vous allez pouvoir donc personnaliser pareil les champs que vous souhaitez afficher, et cetera, et qui va permettre aux utilisateurs de créer des comptes. Et finalement, c'est sur ces pages-là qu'il va falloir rediriger l'utilisateur de manière à ce qu'il puisse soit se créer un compte, soit se connecter en fonction des besoins. Vous avez ensuite les pages d'account setting qui va vous permettre aux utilisateurs directement de modifier leur compte. Donc, vous pouvez ajouter dans les menus et en haut la possibilité pour l'utilisateur d'aller sur les paramètres de sa page. Et en fait, il va pouvoir personnaliser par lui-même toutes ses informations personnelles. Donc, ça, c'est vachement pratique et très important. Et surtout, vous allez pouvoir ajouter vous-même des autres champs de votre Airtable. C'est-à-dire qu'ici, par défaut, il affiche certains champs comme le nom, le password, l'email. Et là, vous allez pouvoir en plus ajouter des informations qui proviennent directement de votre Airtable et par exemple, quand je fais le map to, je vois les champs qu'il y a sur mon Airtable et je vais pouvoir donner accès à ces champs à l'utilisateur pour qu'il puisse les personnaliser et qu'il puisse personnaliser son compte. Donc ça, c'est très pratique aussi côté software et vraiment rapide à mettre en place. Et ensuite, vous avez les autres pages comme le mot de passe oublié ou bien le fait de pouvoir resetter son mot de passe. Voilà, c'est toutes des pages qui sont vraiment basiques et qui permettent de gérer finalement un compte utilisateur de manière globale dans Software. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un petit peu long comme type de vidéo, mais c'était vraiment important de voir chaque configuration parce que finalement chaque étape est importante dans ce process de création de compte. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, à activer la cloche de notification pour retrouver l'ensemble des futures vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à vous inscrire, à télécharger le petit guide. Le lien est dans la description, le petit guide pratique sur la création de compte chez Software. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.